Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Salut à tous, salut Nico, comment vas-tu? Ça va, prêt pour une nouvelle vidéo, 5 majeurs. On l'a fait il y a pas longtemps, 5 majeurs, c'est bon, t'es toujours chaud? C'est bon, c'est parti. Je te C'est les envoie parti. direct. Donc, le 5 majeur, on l'a fait la semaine dernière, il y en aura un normalement toutes les semaines, Bertrand. On a fait deux versions, une version actuelle, une version all-time. Donc, bien évidemment, actuelle, c'est les joueurs qui sont en activité. All-time, c'est tous les joueurs qui ont fait partie de l'histoire de la NBA. Et donc, voilà, on a fait les joueurs les plus athlétiques actuels la semaine dernière. Aujourd'hui, on fait les meilleurs joueurs qui n'ont pas été all-star all-time. Donc, il y a du candidat, il y a du monde, il y a peut-être eu quelques oublis, etc. Même si à chaque fois, contexte, concurrence, tout ça, c'est des choses qu'on va aborder. Bertrand, est-ce que tu peux commencer par nous donner peut-être ta définition, toi, un petit peu, sur quels critères tu es parti? Tout à fait, parce que je pense pas qu'on a les mêmes critères. Moi, le critère que j'ai pris, c'est de me dire, voilà, ce joueur a été énorme toute sa carrière, mais il n'a pas été All-Star. Et on va se dire, c'est pas forcément un scandale, parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de concurrence, mais on se dit quand même, ah, ça m'embête que lui, il n'ait pas été All-Star. Pour différentes raisons d'ailleurs, parce que là, sur les 5 joueurs, tous, je les ai sélectionnés, ils n'ont pas tous les mêmes raisons, je vais expliquer pourquoi. Mais voilà, c'est mon critère principal. Après, bien sûr, rentre le critère subjectif. Mhm. Bien sûr, il y a des joueurs que j'aime un peu plus. Et il fallait faire un cut qui était très compliqué parce qu'il y avait énormément de joueurs à qui j'ai pensé et je voulais pas en laisser d'autres de côté. Déjà que c'est des mecs qui ont été laissés de côté pour les All-Star Games, donc ça me faisait un peu mal au cœur. Mais voilà, je pense que j'ai constitué une équipe qui, comme la dernière fois, va écrabouiller la tienne. Ah oui, donc ton objectif, c'est vraiment de m'écraser, quoi. C'est ton seul objectif. Exactement. Ok, bon, bah c'est, écoute, tant mieux, hein. Donc, on va partir. Moi, je suis allé sur des critères un peu différents. Moi, j'ai vraiment un peu plus, enfin, différents, oui et non. Chaque joueur a ses critères qui lui appartiennent. Voilà, c'est, comme tu l'as dit, il y a énormément de joueurs qui peuvent être cités à toutes les époques pour voilà des sensibilités différentes aussi. Moi, je vais en évoquer certaines, etc. Donc, on va, écoute, partir tout de suite et on va partir sur ton poste 1, comme ça, voilà. On va pouvoir au fur et à mesure voilà, de l'émission expliquer pourquoi tout ça. Ton poste 1. Mon poste 1, je pense que c'était le poste le plus compliqué parce que les guards, il y en a eu tellement, il y a eu tellement de guards. C'était beaucoup plus compliqué pour moi, en tout cas, je sais pas toi, mais de choisir les guards plutôt que Alors, les moi, forwards le et les poste 1, intérieurs. c'était pas compliqué. Le poste 1, c'était pas compliqué. C'était pas si compliqué que ça, mais il y avait du monde. C'est là où ça m'a fait le plus de mal de mettre des joueurs de côté. J'ai pris Rod Strickland parce que c'est bah voilà, c'est Kyrie avant Kyrie, c'est Steve Francis avant Steve Francis. C'est un bowler exceptionnel. Toi, je sais que t'aimes bien les bowlers. Rod Ah, Strickland, ça. c'est dans une époque où malheureusement les meneurs de jeu n'avaient pas autant de liberté. Tu sais, on aimait bien un peu plus les John Stockton, mais tu remontes le ballon, tu passes en ton intérieur et c'est tout. Non, Rod Strickland, il avait le total package de finition. Alors peut-être un peu moins identitaire parce il a fait quelques équipes, hein, il a pas mal voyagé dans la ligue. Cependant, voilà, Rod Strickland, c'est un passeur de génie. Tu vois, je disais qu'il tripotait beaucoup le ballon, mais à côté de ça, il a été il était champion. C'est lui qui a fait le plus de passes, par exemple dans la saison 98. Il a été All NBA. Deuxième team All NBA, il est pas All-Star, c'est quand même assez étrange. Donc voilà, Rod Strickland. Et puis c'est important de mettre de la lumière sur lui parce que tu sais, je trouve qu'il est souvent oublié quand on parle des mélanges de jeu des années 90, fin 90, début 2000. Donc c'est mon choix assez sûr, mais ouais, Rod Strickland. Eh bien, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, comme on dit, parce que moi aussi j'ai Monsieur Rod Strickland à la main, parce que bah voilà, t'as un peu tout dit. Je vais pas non plus, je vais pas répéter, mais c'est vrai, voilà, c'est des skills bien savoureux, c'est tout ça, Rod Strickland. Mais surtout, moi, ce qui m'a un petit peu, parce que j'ai essayé de comprendre, tu vois. Donc, on avait le joueur, on avait les skills, on avait ce maniement de balle, on avait tout ça. Et en fait, voilà, c'est un petit peu ce manque de popularité, ce manque de visibilité dans des équipes un petit peu mid, que ce soit à Portland, que ce soit à Washington, voilà, là où il fait vraiment ses grosses saisons, c'était dans des équipes un peu mid avec voilà, on vacille entre la sixième et neuvième place tout le temps, dans des marchés peu visibles aussi, parce que bah il faut pas l'oublier, à l'époque Internet n'existait pas, mais les fans avaient le droit de voter. J'étais allé check, je crois, il n'est pas une seule fois dans les top 10 des votes, Rod Strickland, alors que bah, il a des belles stats, etc. Parce que c'était devant les arènes et aussi avec des magasins, chaînes partenaires, etc. que les fans pouvaient voter à l'époque. Donc il était très peu populaire dans des marchés pas forcément médiatisés. Donc je pense que ceci explique cela, bien que, et peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, les réseaux sociaux auraient pu aider un joueur comme Ross Strickland à avoir cette sélection-là, parce que, bah, voilà, le mec était tout simplement
voilà, skillé comme jamais. Donc ouais, Rod Strickland, des belles saisons, et sans oublier aussi la concurrence. Hein. Il y avait une énorme concurrence, aussi bien à l'Ouest, même au début dans sa propre équipe avec Drexler, que quand il est passé à l'Est. Donc ouais, non, c'est un oublié, Rod Strickland, et pour moi, c'est le plus grand oublié sur le poste 1 de l'histoire. Donc monsieur Rod Strickland. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui, Rod Strickland, avec les réseaux, tout ça, il ferait kiffer, non? Je pense que Rod Strickland avec les réseaux, avec les highlights qui passent, regarde, Ja Morant joue à Memphis, ses gros dunks font que on sait qui est Ja Morant. Il y a des maillots de Ja Morant qui pullulent dans les rues. Trae Young à Atlanta, c'est pas un super gros marché, en tout cas vu de la France. Pourtant, tu vois régulièrement des maillots de Trae Young. Donc je pense que tout ça, Internet aidant, comme tu as dit, les réseaux sociaux, etc., le jeu archi flashy de Strickland, je pense qu'il n'y aurait pas eu de doute qu'il aurait été All-Star. Juste pour compléter dans ça, j'ai dit qu'il était On est d'accord All-NBA. que tu ne compares pas les joueurs genre Ja avec Rod Strickland. Hein. Non, Oui, rien à oui, voir. C'est juste pour au cas ces où, highlights. on les connaît, au cas où. Vas-y, continue. Non, mais c'est juste dans son équipe, quand il est second All-NBA, il est avec Tim Hardaway, avec David Robinson, avec Vin Baker et Grant Hill. Bon, c'est quand même des 4 monstres qui ont pas que une, mais plusieurs sélections All-Star. La seule différence ici, c'est Rod Strickland qui en a 0, donc il faut réparer ça. Il est All-Star chez toi, il est All-Star chez moi. Bravo Rodney, bien joué. Mais ouais, tu vois, donc bah, on commence le même. Déjà, le même pour attaquer. Mais il y a peut-être des petits noms. Moi, j'avais André Miller dans un coin de ma tête, quand même, aussi, que j'avais beaucoup apprécié. André Miller, ouais, sacré passeur. Le meneur des Cavs, notamment. Donc des Pour, Sixers, pour... de beaucoup d'équipes. C'est peut-être ça aussi, tu vois, le problème, on en parlait peut-être identitaire aussi, de pas être forcément rattaché à une seule équipe. Donc, mais alors déjà, on va mentionner beaucoup de gens qu'on n'a pas mis dans nos 5, mais on va en oublier aussi. Hein. Donc, Ouais, bien sûr. ne nous en voulez pas. Mais alors moi, il est encore parce que moi c'était mon gros snub pour le poste de meneur, c'est Jamal Murray. Bon, sa carrière est encore à faire, hein, bien sûr, mais c'est vrai que Jamal Murray se révèle plus dans les playoffs qu'en saison régulière. D'ailleurs, toutes ses stats explosent en playoffs, mais enfin quand même, le mec est champion NBA, il est stable, là on parle de skills. Il sait tout faire. Drive, il sait faire. Passer, il sait faire. Shooter à 3 points, il sait faire. Être clutch dans les moments importants, il sait faire. Donc Jamal Murray, ça m'embête un peu qu'il n'ait pas encore de sélection All-Star parce que bah voilà, il est quand même dans une équipe qui gagne et mine de rien, je trouve que c'est important. Donc peut-être qu'il ferait des plus grosses stats dans une équipe un peu plus faible. Je vais en citer personne pour pas vexer personne. Mais voilà, Jamal Murray, pour moi, il faut qu'il soit All-Star avant la fin de sa carrière. Moi, il y a même d'autres joueurs des Nuggets que j'aimerais bien voir All-Star avant la fin de leur carrière. Mais bon, c'est un autre débat. Ton poste 2. Mon poste 2, c'est Jalen Rose. Jalen Rose, donc c'est marrant lui parce qu'il a été 6e homme de l'année en 99 et l'année d'après, MIP. Donc c'est assez rare. Et ce qui est drôle avec Jalen Rose, c'est qu'il s'est fait transférer plusieurs fois dans sa carrière, toujours contre des All-Stars ou des futurs All-Stars. Donc c'est assez étonnant. Jalen Rose, après, c'est vrai que autant à Indiana, qui était une équipe qui gagnait, il était mis en valeur, etc. Mais il y avait Reggie Miller qui prenait le place de All-Star. Autant à Chicago, bien sûr, tu mérites beaucoup de points, mais dans une équipe faible. Donc là encore, on en revient à l'équipe, au bilan des équipes qui fait qu'on ne peut pas envoyer d'All-Star. Mais c'est pour ça, tu vois, qu'aujourd'hui, je pense à Trae Young, notamment cette année, où moi j'en avais discuté un petit peu sur Twitter, que voilà, les mecs qui avaient des bilans négatifs, c'était très compliqué pour moi de les envisager au All-Star Game. Et peut-être parce qu'aussi j'étais baigné dans cette NBA-là, où quand t'avais pas le bilan, c'était compliqué d'être All-Star en tout cas. Ouais, tout à fait. Non, exactement. Mais Jalen Rose, au-delà de ça, Jalen Rose, moi, des souvenirs que j'en ai, c'est que c'est un très beau basketteur aussi, Jalen Rose. Il y a un Ouais, très peu de, élégant. voilà, il y a un peu de Granty dans Jalen Rose, tu vois. Il y a un peu ces mecs-là, je trouve. Genre des mecs assez grands, capables de drive, capables Meneur en début de carrière, Jalen Rose. voilà, de shooter de shooter, pardon, un petit peu sur toutes les positions, sur le périmètre, etc. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur super élégant, ouais, Jalen Rose Et avant de puis jouer. Jalen Rose, quand même, il a fait quelque chose de pas évident. C'est que quand il arrive aux Pacers, Reggie Miller est la star incontestée des Pacers. Mais il a réussi à voilà, arriver à 18 points de moyenne, puis à 20 points de moyenne, à être celui qui avait le ballon dans les moments chauds. Quand même, il faut le faire, quoi.
Et belle équipe, les Pacers, sur le début des années 2000. Belle équipe après, dans les années 2010, et on espère belle équipe à venir. Ok, donc monsieur Jalen Rose. Moi, j'ai un joueur toujours en activité. J'ai monsieur CJ McCollum qui joue aujourd'hui du côté de Nola. Pourquoi CJ McCollum? Parce que CJ McCollum est peut-être l'un des joueurs qui... ok, concurrence. Est-ce que dans l'autre conférence, ça serait passé? C'est possible. Ok, classement. Portland n'a pas toujours été tout en haut, tout en haut, tout en haut. Mais je pense qu'il est peut-être le joueur sur une période assez importante, avec des moyennes de points, avec un apport, avec une régularité. Il y avait Mike Conley il n'y a pas longtemps. Ça a été rectifié. Il a été All-Star récemment. Et je trouve que CJ McCollum, en tout cas, j'ai cherché des joueurs capables d'eux. Donc j'en ai trouvé à l'appel. J'ai trouvé du Monta Ellis, j'ai trouvé du Jason Terry, j'ai trouvé du Ron Harper. J'en ai trouvé plein. Voilà, Ron Harper, gros scoreur. Puis son rôle a été réajusté quand il a signé aux Bulls. J'ai Monta Ellis, gros scoreur, mais dans une équipe faible. Kevin Martin, gros scoreur, équipe faible. Et en tout cas, McCollum, je trouve que c'est lui vraiment la concu qu'il a un petit peu flingué, parce que je trouve vraiment que il avait les stats, il avait l'impact, l'équipe n'était pas au fond du seau non plus. Et ça dure, ouais, 4, 5, 6 ans. Même sa première année, je crois, c'est première année, non, parce qu'il est trade à la deadline, donc c'est l'année suivant la deadline, son début de saison chez les Pels est plutôt pas mal. Mais souvent, et très souvent, et je vais en reparler tout à l'heure avec un autre joueur, ce qui flingue beaucoup de joueurs border comme ça, tu vois, les mecs à deux doigts d'eux, c'est genre la dernière quinzaine, le dernier mois avant les annonces. Il commence bien, etc. Et c'est là où je me dis, putain, on va avoir l'impact et l'impression d'un joueur sur toute une carrière, alors que ça aurait pu jouer, tu vois, sur 15 jours, 3 semaines. Parce que mine de rien, quand t'as été ou pas été All-Star, tu rentres dans une case, tu vois. Et c'est ça, et je pense que, tu vois, une fois que t'es All-Star une fois, ton nom est associé à All-Star, et à mon avis, c'est plus facile de te remettre All-Star parce que ton nom est associé à ça. Bien sûr, non, ouais, c'est l'étiquette un petit peu, la fameuse. Exactement, ouais. Donc voilà, moi j'ai monsieur CJ McCollum en poste 2. Donc je ne suis pas allé gratter dans les années 60 parce que je trouve que CJ répond parfaitement à mes critères et à tout ça. Je pense que c'est peut-être, et Jalen Rose est pas mal aussi, hein. Jalen Rose est vraiment pas mal, hein, en termes de basketteur, niveau de basketteur, etc. Tu vois, j'avais pas, mais Jalen Rose aussi est là-dedans. Jalen Rose et McCollum sont peut-être les deux joueurs les plus forts à ne pas avoir été... Je parle pas d'impact, hein, je parle de relation même ballon, basketteur. Ouais. Mmh. Ok, ouais, donc Jalen Rose à gauche, McCollum à droite, ton poste 3. Tony Kukoc, bon, c'est pas son maillot, mais Tony Kukoc. Il a mis un Bulls. Il a mis un Bulls. Enfin, il a mis deux Bulls, vu que Jalen Rose est passé aux Bulls aussi. Ouais, discret. Tony Kukoc, que je mets, alors lui, c'est vraiment de l'affectif. Bien sûr, c'est un formidable basketteur. Bien sûr, en Europe, il a tout fait. Il arrive aux Bulls, bien sûr, il n'y a pas Michael Jordan. Et il s'impose dans cette équipe. Alors, c'est marrant parce que lui aussi a été Six Man of the Year. Et je trouve qu'en 95, donc son année sophomore, il aurait pu être All-Star. Il n'y avait que Pippen de Chicago All-Star. Il y a Tyronn Hill de Cleveland, bon, qui fait un double-double, 13 points, 10 rebonds. Kukoc, c'est pas des stats énormes, mais dans l'impact, quel joueur complet. Et au-delà de ça, j'aurais aimé voir un Européen. Alors, il y avait déjà eu Detlef Schrempf avant, mais pour ouvrir encore un peu plus les Européens à la NBA ou All-Star Game, etc., à habituer les Américains à voir des Européens, j'aurais aimé que Kukoc, il pète un All-Star. C'est quelque chose que je trouve un peu décevant, surtout pour le joueur, la classe que c'est. Ça m'embête un peu que Kukoc n'ait jamais été All-Star. Et en plus, il est Hall of Famer. Donc voilà, un Hall of Famer, pas All-Star, ça m'enquiquine. C'est notre vidéo, t'as tous les droits. T'as tous les droits de mettre les joueurs que tu apprécies. Mais déjà, t'as dit un truc, tu vois, sur les joueurs 6e homme. Moi, j'en ai rayé pas mal. Je pense notamment à Jamal Crawford, j'ai parlé de Jet Terry, des mecs comme ça. Parce que je suis un petit peu aussi ce qui a été fait. Et c'est très, très rare. On a du Kobe, on a du McHale, on a du Dan Meyerley. On a pas beaucoup de six-men, mine de rien, qui ont été All-Star. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas forcément mis de mecs qui ont joué majoritairement six-man. Mais sur le poste 3, alors déjà, j'en avais noté pas mal. Alors le poste 3, j'ai hésité longtemps. Et tu vas voir, je fais un peu l'archéologue. Mais bon, tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est une époque... Vas-y, Indiana Jones. Vas-y, Indiana Jones. Donc moi, j'avais noté plein de mecs. J'avais noté du Josh Mee, j'avais noté du Richard Jefferson, j'avais noté plein de gars. Mais après, il y a toujours un petit truc qui me dérangeait à gauche, à droite. Donc finalement, je me suis pas penché sur eux. Mais je me suis penché sur un autre joueur, Monsieur Paul Pressé,
Qui est Monsieur Paul Pressé? Monsieur Paul Pressé est un joueur qui a brillé notamment dans les Milwaukee Bucks des années 80. Mais je vais expliquer pourquoi je mets Monsieur Paul Pressé qui n'a jamais été All-Star. Pour 3 raisons bien distinctes. Alors la première, c'est mettre un petit peu de lumière sur cette équipe-là déjà, sur cette équipe des Bucks des années 80, dirigée par Genre, dis-moi. Don. Don Nelson, ah bah oui, Don Nelson. Bah tiens, le visionnaire. Le visionnaire Don Nelson, justement. Donc, pour mettre un petit peu de lumière sur cette équipe-là. Donc, c'est l'équipe donc, de Sidney Moncrief, les Bucks des années 80, grosso merdo. Il y a eu du Marques Johnson avant, il y a eu du Terry Cummings après. Mais en gros, qu'est-ce qu'il a fait, Don Nelson, pendant cette période-là? Il a, et je l'entends souvent avec Larry Bird, avec tout ça, etc. Mais c'est vrai que Monsieur Don Nelson, il a aussi, lui, révolutionné le poste de point forward, c'est-à-dire ces postes 3 qui sont capables de porter, qui sont capables d'être polyvalents, qui sont capables de tout faire. Donc, je voulais mettre un peu de lumière sur ça, sur un joueur qui était fort défenseur, qui était polyvalent, qui était dans une équipe mésestimée, méconnue, dans une révolution du jeu qu'on a tous oublié, à l'image de Mike D'Antoni. Aujourd'hui, plus personne n'en parle, alors qu'il a fait de très belles choses qui permettent à des équipes aujourd'hui de briller. Don Nelson, c'est pareil, c'est un génie du basket. C'est exactement pour ça que je rigole, parce que tout ce que tu as dit, c'est marrant, parce que c'est l'histoire de Don Nelson. Bah ouais, c'est ça. Et donc voilà. Donc moi j'étais très attaché à Monsieur Paul Pressé. Si vous voulez aller regarder quelques vidéos, moi je m'en suis bouffé beaucoup pour préparer cette vidéo. Enfin beaucoup, il y en a pas non plus des 100 et des 1000, mais j'ai regardé beaucoup de choses. J'ai regardé beaucoup d'interviews, j'ai regardé beaucoup d'avis, etc. ou quoi. Et c'était une époque, tu sais, que je regardais pas mal dernièrement parce que je veux retracer beaucoup de choses sur Jabbar. Donc c'est pas une équipe qui allait au bout, ces Bucks là, parce que il y avait les Sixers, il y avait les Celtics dans les années 80, donc force à eux. Mais en tout cas voilà, c'est une équipe qui a très très bien marché. C'est une équipe qui a fait de très belles choses. Et donc voilà, pour ces raisons-là, moi je tenais à mettre en avant un joueur comme Paul Pressé, et je trouvais ça intéressant de dire, bah regardez, dans les années 80, il y avait déjà des postes 3 qui portaient, un peu à la, enfin Draymond n'est pas un poste 3, mais un peu à la Draymond, fort défenseur, organisateur de jeu, meilleur finisseur, parce que Draymond, son flotteur, on le connaît. Mais donc voilà. En tout cas, il était avec Marques Johnson et Bridgman, je crois, celui qui est devenu millionnaire là, avec les fast-food. Bridgman, ouais. Voilà, par la suite, donc il était avec eux au début. Après, c'était avec Cummings, donc il a été avec Moncrief aussi tout du long. Concurrence, donc même au sein de sa propre équipe. Dans la conférence de la concurrence aussi. Mais voilà, je voulais rendre ses lauriers à Monsieur Paul Pressé. N'hésitez pas à aller vous renseigner. C'était bon en plus, t'as vu? C'est magnifique, tu fais des rimes, je sais pas comment faire. Est-ce que ça t'a donné envie là? Est-ce que si tu le connais pas, t'as envie d'aller le voir? Oui, bah carrément. Ah, carrément. Bah, voilà. Mission accomplie. Ouais, un peu undersize en plus, donc. Bah, tu le connais du coup. Il a tout pour plaire à Don Nelson. Je vais passer à mon poste 4 si tu veux bien. Bien sûr, vas-y. Alors, bon, je retourne sur un Six Man of the Year. C'est un peu. Non, mais après, c'est ton choix. Moi, je les ai un peu boycott, j'avoue. Non, bien sûr, mais j'ai l'impression d'avoir fait un 5 que de Six Man of the Year. Donc lui, il a été en 2001, c'est Monsieur Lamar Odom, encore un gaucher. Ça se rapproche un peu de Tony Kukoc, j'ai envie de dire, c'est un peu le Tony Kukoc américain. Excuse-moi de te couper, Bertrand, mais je suis très très content que tu le mettes, parce que j'étais énormément emmerdé de pas le mettre, moi. Et j'avais presque honte. Donc là moi, j'étais énormément emmerdé de le mettre, tu vois. Ah bon, très bien, écoute, parfait. Mais non, Lamar Odom, et puis, attends, c'est là aussi, on se rend pas compte, les stats ne révèlent pas l'importance qu'il a. Mais quand il arrive aux Lakers de Miami, où il reste qu'un an, oh là là, mais dès qu'il est sur le terrain, c'est incroyable. Il fluidifie le jeu d'une façon, il sait tout faire. On parlait de Tony Kukoc tout à l'heure, de Jalen Rose qui ont commencé poste 1, mais Lamar Odom, c'est la même chose. Il pouvait jouer poste 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, en 2024, il pourrait jouer poste 5 sur séquence. Voilà, il avait un rôle défini, tu sais, un peu à un joueur que tu as cité tout à l'heure, Ron Harper. Il s'est mis dans ce rôle aux Lakers, ça lui allait comme un gant. Il aurait pu faire beaucoup plus de stats, faire des triples-doubles à gogo dans d'autres équipes. Il l'a pas fait, il est resté aux Lakers, il a gagné des titres. Il n'y a pas eu une année où on s'est dit, tiens, Lamar Odom, il aurait pu être All-Star, ou il s'est fait voler. Non, il n'y a pas eu ça dans sa carrière. Mais là aussi, ça me chagrine un peu qu'un mec comme Lamar Odom, on n'ait pas une petite étoile pour lui. C'est dans le podcast JJ Redick LeBron là, qu'ils ont tourné récemment. LeBron fait un long passage sur l'IQ. Et Lamar Odom, c'est ça, tu vois, c'est l'impact par l'IQ, par voilà, savoir quoi faire, polyvalence absolue, capable de porter, capable de défendre, capable de shooter, capable de tout faire. Le role player, et je trouve même, ça a une connotation péjorative, je trouve, ce mot role player, alors que ça devrait pas, mais peut-être l'un des role players absolus. Lamar Odom peut jouer 3, peut jouer 4, peut défendre un petit peu tous les postes. C'est top.
Non, mais carrément. Moi, j'ai adoré le Lamarodome des Lakers. Vraiment. Et voilà, Et en j'ai que plus, du positif à dire, mais... il a été chez les Clippers, époque un peu coolos, enfin coolos, pour le, pour le fun. Mais donc, non, grand joueur, Lamar Odom. Il a eu quelques soucis en plus là, après par la suite, donc Ouais, exactement, ouais. moins cool ça, mais Là, très il se très relance grand dans une joueur. télé-réalité avec Ah bah parfait. son ancienne belle-mère, voilà. Pour Info People, Ah, appelez-moi. ah ben ok, on t'appellera. Ah, mais... Ok. Donc c'est à moi, c'est mon poste 4. Alors moi, mon poste 4, j'étais sur CJ McCollum, je suis encore sur un joueur en activité. Les gens vont se dire, oui, mais tu prends que les mecs en activité, alors que dans les années 60, il y avait ci. Donc je suis allé voir beaucoup de joueurs dans les années 60. Mais moi, je le répète, des mecs qui gagnent 22 matchs et qui mettent 66 points, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Donc moi, je veux des mecs qui sont dans des équipes compétitives et je trouve que aujourd'hui, on regarde trop les stats, on regarde pas l'impact collectif, on regarde pas assez les winning teams. Donc merde, arrêtez de vous branler sur les stats et regardez l'impact des joueurs. Donc, moi, j'ai monsieur, et les fans de Philly vont me dire, ouais, mais attends, parce que je les vois le critiquer tous les 4 matins, monsieur Tobias Harris. Parce qu'avant de jouer à Philadelphie, monsieur Tobias Harris a joué ailleurs aussi. Est-ce que ça te surprend comme ça de prime abord, Tobias Harris? Non, après, c'est vrai que Tobias Harris, bon, là, il joue dans une équipe qui gagne à Philadelphie. C'est vrai qu'il a eu pas mal de. Tu sais, il a fait Milwaukee, Orlando, ça gagnait pas beaucoup. Après, il était aux Clippers. Mais non, mais Tobias Harris, c'est vrai que c'est un joueur qu'on n'entend pas beaucoup, mais il est toujours, il fait toujours ses stats. Donc, et puis c'est quand même un mec vachement utile, quoi. Lui aussi, il peut jouer 3-4, il est polyvalent. T'as Embiid à côté, je vois pas beaucoup de joueurs plus qui fitterait beaucoup mieux que lui. Donc, mais je te laisse argumenter. Après tout, c'est ton joueur. Voilà, Hein. c'est ton joueur, démerde-toi. Donc, en gros, Tobias Harris, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, Tobias Harris, même si je sais que des fois, ça parle beaucoup de son contrat, machin, des fois, etc. Mais c'est quand même un joueur qui est capable de faire, déjà, sur un terrain de basket, énormément de choses. Il est capable de porter, il est capable de défendre, il est capable de se créer son shoot. Il est capable de faire beaucoup de choses, Tobias Harris. Donc, déjà, en termes de niveau, c'est un joueur qui aurait pu l'être. T'as un Chris Middleton qui va en prendre beaucoup, les sélections. Tobias Harris, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus élite sur certains points. Chris, peut-être un peu plus polyvalent, Tobias, quoique Chris l'est quand même assez aussi. Mais c'est surtout par rapport à son parcours. Moi, pourquoi j'ai coché Tobias Harris? Parce que c'est peut-être l'un des joueurs qui a le plus failli l'être. C'est-à-dire, je me suis refait un petit peu son parcours. Je suis allé gratter où en étaient les équipes à ce moment-là, etc. 2017-2018 avec Détroit. Player of the Week en novembre. Détroit est quasiment resté 2 mois dans le top 4 de l'Est. C'est en 2017. Belle perf. Mais, bah, mine de rien, tu vois, comme quoi Détroit, gros marché, grande équipe. Donc, mais les dernières semaines pré-All-Star Game, donc là je me suis noté un petit peu tout ça, auront coûté cher aux Pistons et donc ils n'auront pas pu envoyer 2 représentants. C'est seul André Drummond qui partira à Los Angeles. Mais en tout cas, voilà, il était sur des bases très solides. Détroit était bien placé et je disais tout à l'heure, tu vois, les dernières semaines avant, hop, le petit coup derrière la tête là. Donc il y a ça. Saison d'après avec les Clippers, rebelote, Player of the Week en novembre, les Clippers prennent la tête de l'Ouest à la mi-novembre avec une équipe de role-player, etc. Il reste top 5 de conf jusqu'au 10 janvier, je me suis noté. Mais la série négative qui les fait chuter 8e au classement, voilà, aura eu raison de lui. Et parce qu'il n'a pas l'étiquette, pas l'image, tout ça, bah, Tobias dégage. Ça fait 2. 3e fois 2021 avec Philly. Player of the Week début janvier. Philly était premier depuis le début d'année 2021, etc. C'est du copier-coller un peu. Hein. Mais c'est toujours du copier-coller. C'est ça qui est triste. Ses stats sur le début de saison jusqu'à l'annonce des All-Stars en 2020-2021. 21 points, 8 rebonds, 4 passes. Mais toujours pas, ils enverront Ben Simmons du coup et Joel Embiid au All-Star Game. Et en plus, c'est là où je trouve que c'est terrible. C'est terrible. C'est que donc déjà, il y va pas en 3e parce que ben voilà, l'étiquette. Moi, je trouve que vraiment pour le coup, c'est l'étiquette. Le pire, c'est que Joel et Ben Simmons, qui seront allés se faire une petite coupe, une petite beauté, tu vois, pour ce All-Star Game d'Atlanta, ben, vont être qu'à contact Covid, n'iront pas au All-Star Game. Par manque de temps, etc., la NBA n'appellera pas de remplaçant, donc du coup, ben, ils seront que 22 au All-Star Game 2021. Et donc, Tobias, encore une fois, pas pour toi. Donc, je trouve que c'est terrible, le sort s'acharne. Je trouve que c'est un joueur vraiment sous-estimé, parce qu'on en revient trop à son contrat et à ses trous d'air. Alors que quand il fait le taf, bah ouais, bah c'est normal. Sur la régularité, c'est très fort quand même. Donc, monsieur Tobias Harris, excuse-moi, c'était un peu long d'argumenter Tobias. Non, mais c'était marrant. C'était marrant. Ouais, Bah, c'est Toby, quoi. Ce bon vieux Toby, comme on l'appelle. Toby et Bobby. Toby et Ton Bobby. pivot, c'est Bobby Marjanovic. Tu peux pas les séparer. Hein. Ton pivot, c'est obligatoirement Marjanovic. Je n'en dis pas plus. Ton pivot, qui est-ce? Alors mon pivot c'est Ronnie Sekali, peut-être que certains le connaissent en tant que DJ libanais, mais il y a eu une carrière de basketteur avant ça. Ronnie Sekali, alors moi ce que j'aime bien avec lui, c'est que partout où il passe, c'est toujours
16 points, dire bon. Voilà. Lui, il n'a pas été Six Man of the Year, mais il était MIP. Et avant même d'aller en NBA, il avait ce statut un peu. Bah, il était joueur de Team USA où il était là aussi avec ses 16 points, dire bon. C'est la première image un peu qu'on a du Miami Heat qui venait tout juste d'arriver dans la ligue. Donc il est un peu identitaire à Miami, ça j'aime bien. Et identitaire même à la Floride parce qu'il revient à Orlando quand Shaq va aux Lakers. Et donc lui, il avait la lourde tâche en fait de remplacer Shaq. Donc le vestiaire était un peu trop large pour lui. Ça va. Voilà. Mais bon, Orlando a quand même réussi à aller en playoff. Et Sekali, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il a fait? 17 points, 9 rebonds et demi. Et ouais. Et c'est pour ça que Sekali, tu vois, il avait en plus son espèce de go-to move, une espèce de pirouette, de tournicotis, je sais pas trop comment définir ça. Mais voilà, je le trouve un peu identitaire. Lui aussi, c'est un joueur qu'on oublie souvent. Et puis, enfin, dans la conférence Est, il y a eu des intérieurs qui ont eu leur sélection, des Jamal Magloire, des Jason Williams de New Jersey. Bon, je pense pas que Ronnie Sekali était moins fort que ces gars-là, donc ça m'aurait pas déplu que Ronnie Sekali ait sa petite étoile, voilà, peut-être un All-Star Game qui se déroule en Floride, voilà, on le met, on fait plaisir à tout le monde. Voilà, Ronnie Sekali, c'est mon pivot de mon équipe qui écrabouille la tienne. Qui as-tu, toi? T'avais envie d'en parler Ouais, non, mais Ronnie. c'est important parce que tu sais, souvent ces mecs-là, on les oublie. Tu sais que Nick Collison, il aurait pas son maillot retiré à Oklahoma City, peut-être qu'on en parlerait même plus. Ronnie Sekali, voilà. Tu peux enlever le peut-être, hein, tu peux enlever le peut-être, je pense. Moi j'avais des mecs comme Ibaka aussi, j'avais des mecs comme ça aussi sur l'impact. Mais tu vas voir, j'ai pris un Ibaka, mais en peut-être plus impactant. Donc, dis-moi tout. moi, mon pivot, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'impact de Paul Pressé, c'est Monsieur Marcus Camby. Monsieur Marcus Camby. Parce que Monsieur Marcus Camby, qu'est-ce que c'est Monsieur Marcus Camby? C'est peut-être l'un des joueurs, en termes de impact terrain, ce que tu disais avec Sekali, mise de lumière sur lui, avec le meilleur ratio. Parce que Marcus Camby, mine de rien, voilà, c'est Marcus Camby, quoi. Ouais, c'est Marcus Camby. Il était là quand les Nuggets ont bien performé. Ouais, il était là quand les Knicks ont bien performé. Ouais, mais il est souvent là quand même, tu vois, quand les équipes performent bien. Donc les stats sont pas monstrueuses. Grand bloqueur, grand défenseur, un peu un Rudy avant Rudy. Hein, Marcus Camby, c'est un peu ça, en vrai. Donc dans la dissuasion, etc. Et je trouve que voilà, moi qui ai suivi sa carrière à Marcus quand il était à New York au fin 90, début 2000, quand il était à Denver par la suite, etc. Moi je trouve que j'ai cherché quelques pivots, j'avais dans le niveau des mecs comme Jonas qui pouvaient parler ou quoi, mais dans l'impact, je n'ai pas trouvé mieux que Marcus Camby. Qu'en penses-tu de Marcus? Camby, ouais, c'est quoi? C'est 4 fois leader au bloc de la ligue. Ouais, c'est à peu près, ouais, 3-4. Ouais. C'est Depoy, c'est 4 fois all defensive. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, pour ces qualis, justement, à l'Est, c'est un peu plus facile d'être intérieur et d'être All-Star. À l'Ouest, c'est une boucherie. Camby jouait dans les années 2000, fallait qu'il passe Yao, fallait qu'il passe Duncan, fallait qu'il passe Garnett, fallait qu'il passe Dirk Nowitzki, fallait qu'il passe Sean Marion, fallait qu'il passe Elton Brown, dont on parle jamais, alors que c'était un excellent joueur. Fallait qu'il passe après tous ceux qui ont eu des Amaris Stoudemire, des Carlos Boozer, des David West. C'est impossible. Donc, si t'as pas le côté offensif, parce qu'on sait que quand même le All-Star Game, c'est ça qui est un peu plus mis en valeur, voilà, il passe à la trappe. C'est ça justement, moi. C'est là où je me suis dit, ça me fait chier. En fait, ça me fait chier. Parce que tu vois, je me suis dit, putain, les gens veulent envoyer des mecs qui mettent 50 points tous les soirs, etc. ou quoi. Et après, les mecs viennent me dire, ouais, mais attends, putain, ça défend pas All-Star Game, ils en ont rien à foutre. Envoyez des défenseurs, les gars. Valorisez la défense, peut-être que ça défendra, tu vois. Parce que si t'envoies Marcus Camby au All-Star Game, t'inquiète pas qu'il va pas te claquer les windmills. Hein. Marcus Camby va dissuader au All-Star Game. Hein. Des Depoy qui n'ont pas été All-Star, ça doit pas être. Ouais, c'est rare, ouais. Ça, j'étais allé check. Donc, on a Michael Cooper, ancien Lakers, du coup, Michael Cooper, Marcus, du coup, Marcus Camby. Et plus récemment, notre Marcus. Marcus Smart. Marcus Smart de Boston, du coup. C'est les 3 seuls Depoy à ne pas avoir été All-Star. Mais en tout cas, ouais, Mais ça, tu vois, c'est même une réflexion qu'on a des fois en off quand on discute ou quoi, que la défense n'est pas assez mise en avant. Bah ouais, c'est plus difficile, c'est moins facile à identifier à travers les stats brutes, etc. et tout, mais pourtant, ça reste la moitié du jeu et c'est des joueurs qu'il faut récompenser. Le favori pour être Depoy, on est d'accord, c'est Rudy Gobert. Rudy qui n'a pas été All-Star. Qui n'a pas été All-Star, Rudy Gobert. Donc tu vois, c'est assez marrant. On donne une distinction très importante à un joueur, c'est quand même la 50% du jeu, et ils sont pas All-Star.
Donc il y a une petite incompréhension comme ça qui sont gênantes. Donc voilà, moi c'est pour mettre un peu de lumière sur ces défenseurs. Donc du coup, est-ce que tu peux nous répéter ton 5 majeur? Rod Strickland, Jalen Rose, Tony Kukoc, Lamar Odom et Ronnie Sekali. Et toi? Alors moi j'ai aussi Rod Strickland en poste 1, CJ McCollum en poste 2, Paul Pressé en poste 3. Je ne me rappelle plus de mon poste 4. Ah oui, si, Tobias Harris en poste 4. Non, mais c'est excuse-moi. Swap des subs. Je pensais à autre chose. Et monsieur Marcus Camby en poste 5. Donc on va en avoir oublié, je sais, Maxwell avec les Celtics, le seul Finals MVP qui n'a pas été All-Star, etc. ou quoi. Mais voilà, moi je suis allé regarder beaucoup de trucs dans les stats, dans la concu, dans machin. J'ai expliqué pourquoi je mettais ces joueurs-là. Si vous avez des arguments comme Bertrand, peut-être vous prenez plus en compte la carrière globale et vous vous dites, par rapport à cette carrière qu'il n'est pas ça, c'est pas normal. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, les gars, ce que vous en pensez de nos sélections, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'avais une petite question pour finir là-dessus. Est-ce que tu trouves pas que au final, le All-Star, c'est un peu, je vais pas dire surestimé, mais est-ce que on met peut-être trop l'accent sur les sélections All-Star et peut-être pas assez sur les All-NBA? Parce qu'All-Star, en fait, ça veut dire que tu as été bon la moitié de la saison, quoi. Exactement. Non, exactement, c'est vrai. Après, c'est plus facile de se remémorer qui a été All-Star que qui a été All-NBA, parce qu'il y a le match après, donc on se dit, attends, qui a été All-Star cette année-là? Ah oui, je me souviens de cette action-là dans le match, il était All-Star. C'est ça, à mon avis, il y a ça qui joue beaucoup, mais carrément. Je veux dire, déjà, il y a le vote du public, donc on sait que le public peut envoyer des Azapachoulia, donc ça fausse un peu, ou des Penny Hardaway qui ont fait 17 matchs une année et qui se retrouvent titulaires du All-Star Game. Et de l'autre côté, tu as des joueurs qui sont All-NBA, donc il y a 3 équipes. Ça fait un 5 de plus que le All-Star. Mais finalement, bon, on est content qu'ils aient la récompense. Et après, voilà, on n'en parle plus trop. C'est pas trop. C'est une période un peu creuse de NBA où on s'occupe d'autre chose, on s'occupe des playoffs. Donc, ouais, non, je suis assez d'accord avec ce constat, ouais. Et il y a eu beaucoup de changements au fur et à mesure. Tout à l'heure, je parlais de l'avant Internet, quand les gens votaient aux salles, aux magasins partenaires, etc. Il y a eu voilà, toute une évolution aussi. On sait que maintenant, les centers n'existent plus. Voilà, c'est quelque chose qui existait avant. Ils essayent un petit peu. Il y a eu même, je ne me rappelle plus la date exactement, mais à une époque, il fallait qu'il y ait un joueur par équipe. C'était la règle. Il ne pouvait pas y en avoir plus d'un. Donc voilà, c'est des règles qui évoluent et qui peuvent aussi venir contextualiser certaines sélections, non-sélections. Mais en tout cas, voilà, si vous en avez d'autres, si vous avez des joueurs, vous avez un petit peu, voilà, Bertrand, lui, va plus privilégier la carrière globale et c'est une honte qu'il ne le soit pas. Et moi, je suis un peu plus rentré dans les contextes et les concurrences parce que je suis un peu plus chiant que Bertrand. Donc, voilà, mais n'hésitez pas tout simplement à dire que mon équipe est bien meilleure. Voilà, vous pouvez dire que l'équipe de Bertrand est bien meilleure. En tout cas, Bertrand, on se retrouve très prochainement pour 50 minutes de NBA. On va, voilà, nouveau format. On se retrouve très prochainement pour un nouveau 5 majeur. On vous laisse, on vous fait des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, parce que ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais, c'est un peu le blabla habituel de YouTube, mais c'est tellement vrai que ça nous aide, les gars. Donc, n'hésitez pas. Les commentaires, tout ça, la cloche, tout ça. Merci, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Les gars, c'est Renou. J'ai peut-être dit une petite connerie. Bertrand m'a rattrapé le truc. Merci Bertrand. Petite connerie. Donc, on l'a. C'est pas un joueur max par équipe. C'est jusqu'en 1973. Chaque équipe de la NBA devait être représentée par au moins un joueur et au maximum en envoyer 3. C'est pas un joueur max par équipe. C'est chaque équipe devait en envoyer au moins un. Nuance, les gars. Nuance. Prenez soin de vous. Ciao.